Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on parle bien sûr du CPI qui est sorti il y a de ça une dizaine de minutes. Et donc, du coup, on va faire le point là-dessus. C'est plutôt un bon CPI, plutôt une bonne nouvelle. Donc, on va bien évidemment aller creuser de ce côté-là. Allez, on y va pour l'intro. Alors, CPI qui est sorti donc à 14h30, il y a de ça 18 minutes maintenant, et qui se trouve à peu près là où on pensait qu'il serait de nous, légèrement en dessous du consensus, 2,3%. Nous on avait tablé sur quelque part entre 2,2 et 2,3 ici, et donc qui finalement continue d'aller à la diminution et d'aller finalement vers on va dire sa target ultime, en tout cas celle que Jérôme Powell veut attaquer, à savoir bien sûr la target des 2% annualisés. Globalement, quand on va un petit peu dans le fond du sujet, bah déjà, vous voyez que je vous ai mis ici les bougies également du Core CPI. Le Core CPI est à 2,8, c'est-à-dire la même chose que le mois précédent. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Enfin, ça enlève un petit peu la saveur de ce bon CPI, puisque on aime voir le Core CPI descendre. C'est ce sur quoi Jérôme Powell agit. Et donc du coup, c'est ce sur quoi, bien sûr, eh bien, on veut voir Jérôme Powell agir sur ce Core CPI en diminuant la demande. On va prendre des raccourcis ici, mais on va dire que une augmentation des taux de la part de Powell permet tout simplement à la demande de diminuer, mais pas tellement sur des inflations, je dirais, subies, c'est-à-dire qu'on enlève du coup de cette inflation-là une forme d'inflation de l'offre, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui a trait un peu à la bouffe et à l'énergie, qui sont plutôt des choses qui dépendent du géopolitique et également bien sûr des importations. Donc des marchés plutôt mondiaux, on va dire, au niveau des commodities. Là, pour le coup, vous avez vraiment la vraie inflation de services et la vraie inflation de demande. À partir du moment où vous avez énormément de demandes, bien sûr, pour un bien, les prix vont augmenter, ce qui va créer de l'inflation. En tout cas, très bonne chose. Vous comprenez que le consensus nous donnait plutôt 2,4, donc un plateau sur ce CPI, que le CPI reste au même endroit que là où il était previously, avant, donc sur la fois d'avant. Vous voyez ici Previous 2.4, consensus 2.4, le forecast des Trading Economics était même à 2.5, et là en l'occurrence on est légèrement en dessous, à savoir 2.3. Nous on s'était pas mal tablé sur la fête de Cleveland qui annonçait 2.34, et 2,86, donc vous voyez que c'est à peu près dans les clous, on est même légèrement en dessous de ce que dit la fête de Cleveland, et c'est plus ou moins ce qu'on avait prévu, donc ça c'est une très bonne chose. La réaction sur Bitcoin est plutôt bonne. Excusez-moi, je remets en logarithmique et on va voir sur Bitcoin. Est plutôt bonne, notamment dans lutter bien sûr du 5 minutes, puisque là on va pouvoir voir la news se développer, et globalement vous voyez que c'est sorti à 14h30, donc quelque part par ici, et la réaction a été plutôt bonne, entre guillemets, plus à peu près, allez on va dire 5 ou 600 dollars pour le moment. On va développer un petit peu le reste sur la structure. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, on va dire, sur du moyen terme. Néanmoins, sur la structure, il y a des choses un peu moins jolies. Donc, du coup, on va bien sûr en parler. Et on va essayer d'élaborer également plusieurs scénarios. Mais encore une fois, au niveau fondamental, c'est une très bonne nouvelle. On va dire que le thème sous-jacent, on peut appeler ça comme ça, ou la narrative en ce moment, de un Jérôme Powell qui pourrait garder les taux élevés pendant longtemps, et bien sûr, au fur et à mesure, contrés par ces CPI qui sont vraiment très bons et qui sont vraiment à la diminution. La narration également des tarifs qui pourraient faire réaugmenter l'inflation au travers des droits de douane, bien évidemment. Pour l'instant, ça n'arrive pas en tout cas. Et donc, on voit bien ici, on comprend bien que y a peut-être quelque chose de sous-jacent à ne pas trop donner au crédit d'un Jérôme Powell, on va dire, qui reste à des taux élevés pendant longtemps, et ou d'un scénario de stagflation. En tout cas, je parle ici vraiment à très court terme. Encore une fois, on n'est pas là-dessus. Ce que je vois sur la structure qui est pas génial, c'est la perte de toutes ces accumulations-là. On avait un petit début ici de parabole, ça poussait bien. Et puis vous voyez qu'on perd trois petites accumulations sur la route. Alors la troisième ici, elle est pas ouf non plus. On a eu un week-end entre-temps, certes. Mais globalement, ça nous oblige quand même à considérer ce point pivot-là. Quand vous avez une distribution une accumulation ou une distribution qui petit à petit se couche, et ben un des scénarios qui du coup se met en place, c'est le fait qu'on la mette à plat, tout simplement, petit à petit qu'on vienne à la mettre à plat. C'est la technique des points pivots, c'est quelque chose que j'utilise moi personnellement beaucoup, assez souvent, en tout cas pour avoir des signaux très early que quelque chose va se passer. Et là en l'occurrence, voilà, ça m'oblige à dire attention, j'ai quelque part par là, j'ai peut-être quelque chose à revenir chercher si jamais on en vient à coucher les distributions qui sont là vis-à-vis de leurs points pivots, bien évidemment. On va le mettre d'une autre couleur. Je pense que j'ai déjà un style spécifique pour ça, mais voilà, parce que là c'est la couleur du daily, bien sûr. Alors voilà, point pivot, au moins on le sait. Est-ce que ça correspond un peu à du node de volume contrôle? Oui. Personnellement, j'aurais plus vu légèrement au-dessus.
comme un endroit à éventuellement retester. Une des grandes questions qu'on s'était posées sur la dernière vidéo, c'était est-ce que je fais un push ici, une correction, sans aller vraiment rechercher en fait le haut de cette zone, hein, vous l'aurez compris, ici c'est ce node là de volume profile qui nous intéresse, un retest, j'irai légèrement au-dessus, moi j'aurais plus vu 98, voilà, plus que 96, qui est le point pivot que je viens de vous montrer à l'instant, 97 même plutôt. Donc une des grandes questions ici qu'on peut se poser, bah, c'est est-ce qu'on a terminé ici notre correction et qu'on push up plus haut pour éventuellement revenir retester ce point là mais plus tard. C'était vraiment un des scénarios privilégiés qu'on avait, c'est-à-dire on prend 111 avant de revenir retester 100 à nouveau, et où est-ce que on part de ce point là. Vous voyez qu'on a retesté 100 ici, hein, finalement 100 695, on n'est pas très loin. Il y a eu également ce petit passage sous la structure, je parle de la structure intermédiaire, de cette petite box qui est ici, dont on est passé en dessous, et là grâce au CPI, il semblerait qu'on se reprenne sur le bas. Donc pour le moment, on va rester dans cette idée, ce scénario qu'on peut éventuellement aller, on avait parlé du 13 mai d'ailleurs, pourquoi pas un retest même de la distribution la moins agressive ici, mais sans la reprendre nécessairement, au 111 pour éventuellement revenir ensuite retester légèrement sous 100 000. C'est plus ou moins le scénario privilégié qu'on avait entamé, je crois que c'est avant-hier que j'ai fait la vidéo, et pour le moment ça semble se mettre en place, et une bonne entrée était bien sûr au moment où on passe sous la structure daily ici, à savoir que ce point pivot là, ce niveau en daily là a tenu, pour le moment en tout cas. Distribution ici qui est cassée, voilà, plutôt engageant pour éventuellement reproduire, d'autant plus que le fondamental s'y prête, hein, encore une fois, c'est un bon CPI. Pourquoi pas aller au-dessus sans nécessairement revenir tout de suite à ce point pivot-là. On va voir si ça se met en place. En tout cas, je trouve que cette mèche-là, en termes de prise de liquidité, vous voyez ici qu'on vient prendre de la liquidation. Hein, ici, vous comprenez que tout ce qui s'était accumulé en fait sur toute cette zone est en quelques heures nettoyé, et on repart très fort derrière, ce qui laisse assez peu le temps, hein, en fait, finalement. Ceux qui ont ici pris les ordres, c'est ceux qui se trouvaient d'ores et déjà dans le carnet d'ordre, et en général, c'est plutôt le cas des institutions. On attend sous la structure, dans des endroits où les liquidations se font, de manière à acheter des quantités très importantes de contrats et pouvoir reverser le prix ensuite. Pour le moment, on va voir si c'est ça qui se met en place. En tout cas, vous vous rappelez qu'on avait dû faire la vidéo quelque part par ici, je pense, et j'avais dit, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on n'est pas vraiment venu sur les niveaux supérieurs, et là, pour le coup, ça a été chose faite. C'est-à-dire qu'avant de faire ce mouvement pour aller à 100 000, on est quand même venu faire un bisou au winner qui est ici, donc c'était bien évidemment ici une entrée pixel, si jamais, pour ceux qui l'ont éventuellement prise. Comprenez qu'on vient couvrir ici un petit peu tout ce qui se passe et on vient chercher la liquidité, mais également le niveau, d'accord? C'était ça qui était important de faire. Donc cette boîte de liquidité là n'est plus. Le 1 heure, je pense qu'il a tenu. On va quand même vérifier. Oui, il a très bien tenu même. Globalement, ça vous dessine même un petit 1 heure légèrement en dessous, mais on va garder celui-là. Il est cohérent tout simplement, puisqu'il était déjà là dans le passé, donc il était déjà là au-dessus. On pourrait éventuellement ici aller chercher quelque chose dans une unité plus importante, c'est-à-dire dire, regardez, là par exemple, j'ai même pas un 4 heures ici, voilà. Aller chercher un daily. Par là, hein, en fait. Vous le voyez ici qui a très bien tenu, hein, d'ailleurs. Même dans le passé. Alors moi je l'ai légèrement au-dessus parce que j'ai voulu considérer cette petite bougie là, hein, cette petite bougie d'indécision ici. Mais vous voyez que ici il y a un niveau daily qui serait très encourageant de venir le prendre. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine manière c'est un petit peu le haut du range au niveau de l'ATH. Je parle bien sûr de, pour le coup, celui-ci. D'accord, ici, niveau daily, si on arrive à clôturer une journée entière au-delà de ça, on peut se dire qu'on est dans plus d'une prise de liquidité au-delà de ce niveau. Vous voyez qu'on en a un autre qui est juste au-dessus. Je pense qu'on va même, du coup, virer celui-là et garder que celui qui est en dessous. C'est déjà plus intéressant, je trouve. Puisque là, on a tendance à refouler un petit peu sur ce niveau-là. Voilà un peu l'idée sur Ethereum, Bitcoin. Alors moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est si jamais l'inflation était un peu plus au ralenti, qu'est-ce qu'il se passe, mais dans l'ordre vraiment sur du 5 minutes sur Ethereum contre Bitcoin. Et là, vous voyez que c'est une très bonne nouvelle. Hein, encore une fois, un certain ease de l'inflation est une très bonne nouvelle en ce qui concerne Ether contre Bitcoin, puisque c'est une narration qui est plutôt bénéfique à Altcoin. Hein. Donc ce qu'on a ici, c'est un très joli Bart Simpson inversé, hein, plus ou moins, ou vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais en tout cas ici c'est assez péchu au niveau du mouvement d'une réhabilitation d'Ethereum vis-à-vis de Bitcoin. Pour le moment, nous, ce qu'on vise, c'est éventuellement une correction ici dans ce cadre-là, et éventuellement d'aller à minima rejoindre la zone des 0,028, c'est-à-dire un retracement haussier au sein de cette tendance baissière là sur le fond. Si on casse, tant mieux, on aura des runners qui iront chercher plus haut sur Ethereum, mais voilà, pour le moment, je pense qu'il faut rester réaliste et voilà, regarder
regarder un petit peu les choses telles qu'elles sont. Peut-être un triangle de continuation ici sur EtherBTC, on va voir. Globalement, dites-vous que casser cette distribution-là ou casser cette accumulation-là vous donnera éventuellement, si le triangle veut bien continuer, éventuellement une continuation haussière à l'inverse. Si ça n'est pas le cas, si vous perdez ici le bas, vous comprenez que la target c'est de plutôt faire un flag et ou faire un top. Mais en l'occurrence, voilà, vous comprenez ici l'idée. Un triangle, si je tiens le triangle et que je casse au travers, je reproduis en fait finalement, alors je pense que ici on peut considérer que c'est toute l'impulsion qui pourrait être reproduite en cassure, en point de cassure, un triangle vous prenez directement le haut de la figure et pas le bas. Et voilà, 0,033, ça va très largement au-dessus de nos targets qui étaient plutôt les 0,028, à savoir le haut de l'accumulation. Encore une fois, pour le moment, sur les gros TP, en tout cas, on ne va pas viser plus haut. Et sur les runners, ce qu'on laisse en reliquat de position, à ce moment-là, on peut éventuellement y aller pour aller plus haut. Globalement, là, l'idée, c'est peut-être de mettre une petite alerte là et de se dire que, bon, a priori, on a en tout cas sur la news, peut-être des chances de casser le triangle vers le haut. Également une manière de voir les triangles pour certains, beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus... voilà, et c'est peut-être même la bonne manière de voir celui-ci. C'est simplement de dire je prends l'amplitude totale de la figure, je la reporte au point de cassure également, donc juste une balance qui nous amènerait pour le coup à 0,026. Peut-être que c'est un peu plus cohérent de le voir comme ça. En tout cas, Ethereum qui pousse vraiment bien face au dollar, vous voyez que pour le coup, il se pourrait que ça ait une tête de flag un peu contre le dollar, hein, l'histoire ce qu'on est en train de regarder ici avec quelque chose d'assez paralléloïde entre guillemets. On va voir s'il arrive à casser déjà, c'est une première chose. Et d'une certaine manière, alors bon, cette espèce de cuvette ici est un petit peu dérangeante, mais pourquoi pas? Ben là, pour le coup, si on estime que le dernier mât, hein, la dernière impulsion, voyons ici un peu les choses comme si ça c'était une 1, ça c'était une 3, et là on avait une 5, donc là vous avez une 2, une 4 bien sûr, et bien à ce moment-là, si la 5 est égale à la 3, et qu'on a une impulsion qui est du même ordre que la numéro 3, avec sa même temporalité, 3005 est dans le scope. Nous, on avait plus parlé de 3002 en target max, entre guillemets, pour Ether. Personnellement, je suis un peu plus conservateur que ça, et je vise juste au-dessus de 3000 pour vraiment prendre mon TP max là-dessus. J'ai déjà pris des TP sur la position qu'on a sur Ethereum, hein, qui est à ce stade autour des 1500%, quelque chose comme ça. Donc une position qui a très bien fonctionné, mais bon là il faut choisir des endroits où tout simplement il va falloir en sortir. On mettra les niveaux à jour ici sur Ethereum. Globalement en ce niveau en tout cas en 15 minutes a été sorti, et si on doit le voir d'une certaine manière dans une unité plus grande, je pense qu'il s'agirait du 4 heures. Donc c'est toujours plus ou moins, si vous êtes aussi en tout cas une bonne chose de voir un niveau 15 minutes se transformer en niveau 4 heures bien sûr, ici. Voilà, là j'ai les touchettes, j'ai le niveau, donc en 4 heures il est très cohérent de le labeller en 4 heures. Donc passer plus de 4 heures au-dessus de ce point-là veut dire tiens, on est peut-être à l'aube justement d'une continuation, puisque c'est pas juste une prise de liquidité, on rejette pas, mais on va plus haut, et prochaine target ici, vous voyez 2740 sur le 4 heures qui est à nouveau au-dessus, encore qu'il n'avait pas été... ah c'était un support à l'époque. Donc on peut virer celui-là et on est sur le support du haut. Ça c'est en monthly le support. Ça a été cassé bien sûr. Ça également. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Et ça c'est le support daily. D'accord ? Donc voilà, encore une fois, belle convergence, je dirais, légèrement au-dessus de... Entre 3100 et 3003, je trouve que c'est une zone qui serait dans laquelle ça serait intéressant de se retourner, de vendre, d'avoir une réaction à minima baissière un petit peu intéressante. Ici, en ce qui concerne Twitter, j'ai juste retweeté le CPI en temps réel. N'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter, n'hésitez pas également à mettre un like, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, éventuellement, voilà, pousser un petit peu grâce à des commentaires, des choses comme ça. Vous intéressez également à tout ce qu'il y a en description de la vidéo, puisque vous avez la possibilité de venir sur Bluffin, BitGet et pas mal d'autres exchanges. J'ai un petit trou de mémoire, excusez-moi, Bluffin, BitGet et... Qcoin et compagnie, hein, bien sûr. Pour le coup, si vous utilisez ces liens d'affiliation-là, utilisez bien le code de la chaîne et les bénéfices seront reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui s'occupe d'opérer des enfants ayant des conditions cardiaques dans les pays où les infrastructures existent pour le faire. C'est quelque chose qui me tient très à cœur et donc voilà, n'hésitez pas.
L'inflation qui a baissé en avril, qui s'est un petit peu calmée avec un CPI de 2,3 sur l'année. Le même coin de Trump ici dont on parle sur The Block. Sur The Block, on parle de Coinbase avec une éventuelle entrée visiblement dans le S&P 500. Robinhood qui achète une firme canadienne en crypto. L'Arizona qui met son veto sur deux amendements concernant le Bitcoin. Si je me souviens bien, il y avait une histoire de fonds de retraite établis digital, une réserve, voilà, c'est ça. Donc ça, c'était un petit moment, c'était le 12. Ah bah c'était hier, pardon, je pensais que ça, j'avais déjà vu passer. Et il y a également un autre veto pour Strategic Reserve Act, ça c'était le 3 mai. Voilà, ok, donc c'était celui-là que j'avais déjà vu passer, qui aurait autorisé 10% des réserves de l'État et des fonds d'investissement de retraite à être investis dans du Bitcoin ou d'autres digital assets. Globalement, ce qu'elle dit, Cathy Hobbs, c'est on connaît pas assez ces assets, ça me paraît un peu trop dangereux. Et pour le moment, alors que ça avait été voté par le reste du conseil, on va dire, eh bien, ça n'est pas passé sur veto du gouverneur. Dommage, mais ce n'est que partie remise, disons. En tout cas, de manière endogène, c'est pas une très bonne nouvelle, hein, ça vous l'aurez compris bien sûr, sur Bitcoin. L'inflation US qui soi-disant serait en train de repartir avec cependant un impact très modeste des droits de douane. Ici, j'ai pas suivi sur OpenAI, vous ne m'en voudrez pas, mais apparemment, Sam Altman qui était en train de faire un testimony ou quelque chose comme ça, et Goldman ainsi que Wall Street qui redeviennent optimistes et qui augmentent leur target sur le S&P 500 sur fond de problèmes sur les droits de douane et de fin de la guerre du commerce, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, il y avait le CPI, il y aura un speech de Powell jeudi, ce sera vers 14h40. Peut-être à regarder, je sais pas où il s'exprime exactement, si c'est un speech, si c'est des questions-réponses ou si c'est vraiment un speech ou si c'est juste une conférence sur laquelle il s'exprime sur un sujet. On aura le temps de se renseigner, je pense, sur la vidéo de demain. Et ensuite, pour le moment, c'est pas très chargé en calendrier économique. Globalement, pour faire un point, je mets en pause une petite seconde. Donc pour faire un point, encore une fois, sur, on va dire, la macro et les narrations, les thèmes sous-jacents du moment, on va dire que l'inflation est à la diminution malgré ce côté extrêmement épée de Damoclès qui concernait les tarifs et qui, pour le moment, ne semble pas se mettre en place. Peut-être probablement dû à une légère diminution de la demande. Il faudrait regarder ici comment ça se passe. On va dire qu'on a un GDP qui montre des signes de faiblesse, mais qui n'est pas non plus extrêmement affolant. Un GDP, donc un PIB. On a un chômage qui commence à augmenter légèrement. Donc, ce qui peut signaler deux choses. Vous avez deux possibilités ici. Soit vous avez une récession, soit vous avez un pivot qui se prépare. Est-ce que le pivot va être timé dans le bon sens pour éviter une récession ou pas? On a bien sûr, Trump qui est en train de dire à Powell, mais baisse tes taux, bon sang de bon sang. On a Powell qui ne le fait pas puisqu'il est indépendant. Qui a raison, qui a tort, c'est une bonne question. Peut-être que si jamais, par exemple ici dans ces zones-là, Powell avait commencé à baisser ses taux, ben on en serait toujours au même endroit au niveau de l'inflation. Hein. Peut-être qu'il y a, c'est grâce à lui entre guillemets. Et là, moi, j'aurais tendance à dire, si on regarde les résultats qu'ont pu permettre le fait de rester haut au niveau des taux, j'aurais plutôt tendance à dire qu'ils se sont mis en place à ce moment-là. C'est-à-dire que là, on avait vraiment cette augmentation du core CPI, donc encore une fois, ici, ce qu'on regarde ici, ce sont les chiffres d'une inflation de demande, entre guillemets, c'est très réducteur de voir ça comme ça, mais voilà, là on était quand même sur un bon plateau, et le fait qu'il soit resté dans des taux qui soient, entre guillemets, restés relativement hauts, et peut-être ce qui permet de passer ce plateau autour des 2,8 plus tôt. Donc on a besoin, pour en tout cas aller à ces fameux 2%, qui signalerait quand même un endroit où la Fed pivote à coup sûr, parce qu'elle, si on est à la target, elle va pas nécessairement prendre le risque de rester très haut sur les taux, quoi qu'il en soit, surtout que c'est une target très journalistique, 2%, c'est... voilà, et Powell a toujours dit, globalement, pour faire simple, Powell a toujours dit, mon maximum acceptable en chômage dans le contexte actuel, c'est à peu près 4,3, et on est à 4,2.
D'accord. Et ma target, c'est qu'on soit sur le chemin des 2%, et non pas à 2%. Donc voilà, pour moi, ça fait pas trop de doute que ça va pivoter, et que ça va pivoter au prochain. Ça aurait presque pu pivoter au dernier, mais ça ne l'a pas fait. Et à contrario, sur le dernier, le discours a été très hawkish, hein, très anti-inflation. Donc peut-être qu'on a tenté par le discours, hein, d'aller chercher, de faire un petit peu peur et d'aller chercher finalement ces 2% là. En tout cas, quand on regarde ce que pense le marché, alors c'est assez frais, hein, que le CPI soit sorti, mais globalement le marché est toujours en train de penser que sur, y compris le 18 juin, donc euh, 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 le prochain FOMC se fera néanmoins, cependant, plutôt avec un pivot qui ne se fait pas, d'accord. Donc je suis dans les seuls à commencer à dire, ben moi je suis quasiment sûr qu'on va pivoter en juin, et encore une fois, je suis pas non plus un spécialiste des bonds et de l'inflation, etc., mais c'est plutôt ce que je ressentirais, étant donné le contexte. Mais on n'est que 8% à penser comme ça. Donc il faut bien se dire, quand vous voyez que le marché ne pense pas comme vous, il faut bien se dire, soit je fais du contrarien, à ce moment-là, si je fais du contrarien, ça veut dire qu'il va falloir, on va dire, mettre de l'eau dans son vin et y aller plutôt tranquillement et accepter qu'on fait du contrarien. Donc au niveau du risk management, on n'a pas le vent dans le dos, hein, bien évidemment, beaucoup moins en tout cas. Soit ça va évoluer dans les prochains jours et les prochaines semaines, et c'est ce qu'on surveillera bien évidemment. Donc on gardera un œil ici sur ce sondage du CME qui permet de savoir ce que pense le marché. Qu'est-ce que le marché pense que va faire Powell dans les prochains jours. On va sur les liquidations avec 605 millions de liquidés sur les dernières 24 heures. Dedans, il y a la grosse bougie que je vous avais montré tout à l'heure, où il y avait quand même pas mal de liquidations. En tout cas, elle s'est faite à peu près il y a 24 heures, donc on doit en avoir une bonne partie dedans. Et vous voyez qu'on liquide plutôt du long sur Bitcoin, à peine 21 millions de shorts du liquidé, mais plutôt du long, bien évidemment. Et sur Ethereum, à peine 40 millions, donc un rapport de 1 sur 2 entre ce qui est liquidé long et short. La map est plutôt verte. Bien sûr, on liquide plutôt du long. L'action de prix a été plutôt baissière entre-temps. En tout cas, au moins quand on regarde sur une time frame de 24 heures, bien sûr. Ce qu'on peut voir également sur les marchés en levier, je vais juste faire un petit refresh pour être sûr qu'on a la bonne... voilà. Alors, ce qu'on peut voir sur les marchés en levier, c'est plutôt intéressant. On a réussi à dépasser une borne ici qui nous bloquait jusque-là en termes d'open interest. Donc le marché est en train de peut-être accepter, sauf si ça repasse en dessous, hein, mais de peut-être accepter plus d'acteurs, plus de leverage, plus d'acteurs, oui. Ce qu'on peut voir également, c'est que là, j'augmente légèrement. Et ici, je prends énormément de contrats. Oui, ça c'est le nombre de contrats en circulation, hein, donc vous comprenez ici qu'il y a 24 milliards de contrats qui se sont mis à circuler, dans un contexte où le prix était plutôt en train de latéraliser, mais le funding était presque à la diminution, j'ai envie de dire. Donc on peut éventuellement se dire que il y a un beau cluster désormais au niveau shorter, c'est-à-dire une zone qui peut permettre, si on y va, deux choses, à la fois de short squeezer, donc de passer assez facilement au travers, mais par contre, attention, ça peut aussi être une très belle mèche, puisque si les institutions utilisent ces liquidations, et la liquidation d'un short est un acte d'achat forcé, utilisent ces liquidations pour vendre, hein, trouver un vendeur en face, dans la mesure où vous vendez un contrat, eh bien, enfin, j'espère que vous me suivez sur ce que je dis, sinon, essayez de vous former un peu mieux, parce qu'on ne peut pas redire les mêmes choses à chaque fois, et allez voir, pourquoi pas, tous les tutos qui sont en fin de vidéo. Vous avez à peu près 2h30 de vidéo avec lesquels ça vous sera, je pense, il y a notamment CoinAlyze dedans, donc toute cette partie-là, il y a tout est plus ou moins expliqué, la price action, les niveaux, les distributions, les accumulations, tout est dedans. Et globalement, derrière, j'ai pas trop de divergence. Ici, j'en ai une autre légère également, c'est-à-dire que l'open interest augmente, le prix augmente, mais le funding diminue, donc j'ai aussi du shorter là-dessus. Donc globalement, j'ai un marché qui est plutôt vendeur, mais au levier, hein. Pour le moment, on n'a pas les signes d'un spot qui est extrêmement vendeur. Les signes d'un spot qui serait extrêmement vendeur, ça serait que ici, par exemple, market, on ait des grosses bougies rouges vers le bas. C'est pas trop le cas, vous voyez que pour le moment, c'est très neutre. Le funding reste dans une zone également très neutre, et je trouve intéressant qu'on arrive à peut-être s'affranchir de cette barre autour des 23 milliards d'open interest qui, avant, nous repoussait. Ça veut dire que on n'a jamais eu autant d'intérêt, avec le prix a pourtant... Ici, j'ai élargi la time frame, hein, pour être bien cohérent dans mes propos. Et tac, en l'occurrence, ici, je regarde si on a déjà été aussi haut. C'était au moment de... c'était juste avant l'élection, hein, finalement, de Donald Trump. Il me semble qu'il est rentré... ouais, c'est ça.
juste avant l'investiture, et si on a déjà été légèrement plus haut, en fait là où c'est intéressant également, c'est qu'on avait cette borne basse, voilà, c'était le petit range ici du moment hein, qu'on regardait, et que on avait retesté la borne haute du gros range précédent. En fait, si vous voulez, le marché marche par cycle, et là on est plutôt revenu dans les hauteurs. Donc attention, ça reste une zone de rejet. Pour moi, j'avais oublié, mais on a déjà eu des 26-27 milliards. Donc sur le long terme, en fait, vous avez un gros range entre 25 milliards et 13 milliards. Hein. Deleveraging total, on est à 13 milliards. On va dire que ça, c'est peut-être plus ou moins les gens qui sont plutôt sur du trade de position. Et à l'inverse, quand vous êtes un peu trop chargé en open interest, vous êtes plutôt autour des 26. Et ici, on a eu des rejets autour des 24, donc pas très loin de ce qu'on est actuellement. Cela dit, pour l'instant, c'est plutôt pas moche. Et vous comprenez ici que on avait réussi à wipe out à peu près la moitié de l'open interest, c'est-à-dire on passe de 24 à 15 milliards ici à peu près, enfin ouais ça, 24 à 14-15 milliards, en faisant finalement de 108 à 74, donc un gros moins 30 hein, sur Bitcoin, quelque chose comme ça. Intéressant. Également intéressant, cette courbe sur le CVD spot, vous le voyez, qui, s'il doit y avoir un mouvement extrêmement fort, serait amené à casser, mais pour le moment a toujours rejeté. D'accord, ça, je trouve ça super intéressant sur le long terme. C'est une courbe qu'on a depuis 2021 dorénavant, qui indique le CVD spot sur les marchés en levier, et qui, pour le moment, a toujours rejeté sur les hauts. Donc, c'est des très bons endroits pour éventuellement se positionner vendeur, en tout cas jusqu'à ce qu'elle casse. Voilà pour les marchés en levier. On regarde iBlock dorénavant, donc on est toujours sur les marchés en levier, mais avec une autre représentation graphique et une lecture plus algorithmique par rapport à la mienne qui est plutôt une lecture organique et humaine. Ce qu'on peut voir ici, c'est que vous voyez que on avait un delta shorter longueur sur 6 jours, qui est une donnée hyper intéressante. Ici, on avait trop de longues, plus de longues. En tout cas, le delta shorter longueur était, on le voit déjà hein, avec les positions en dessous. Et finalement, grâce à ce mouvement d'hier, eh bien, il se trouve qu'on est revenu sur l'équilibrium hein, un petit peu, donc autant de shorter que de longueur. Et ici, là, le prix sur repris, il vient chercher les longueurs. On a des bulles de liquidité ici jusqu'à 105, et pourquoi pas si jamais on s'amène au-dessus, autour des 106 000 $. On peut voir également sur, on va dire, la liquidité weekly. Je sais pas si j'ai refresh, je me rappelle plus. On peut voir également sur la liquidité weekly que on a créé un petit cluster entre 106 et 108 dorénavant, ce qui m'amène à penser qu'on pourrait éventuellement aller voir 111 avant le reste. Hein. Vous voyez que 111, là, il suffit d'un petit mouvement où on est rejeté à nouveau, on recrée une box au-dessus, et là, pour le coup, c'est cool. Mais par contre, vous le voyez ici, entre 98 et 100, c'est ce dont je vous ai parlé en début de vidéo, il y a aussi une belle box de liquidité. Donc globalement, là, ça se passe au-dessus, et ça se passe au-dessous des... quasiment, hein, on peut presque dire ça, des ouvertures-clôtures d'hier et avant-hier. Hein. C'est quasiment ici vraiment de la position très très fraîche dont on parle actuellement. Un petit tour sur vraiment les clusters, allez voir un petit peu ce qui se passe sur des plus larges time frames. En l'occurrence ici, vous voyez le cluster ici à 98 dont je vous parlais tout à l'heure, et vous voyez le cluster jusqu'à 108. On n'est pas encore chargé sur 111, en tout cas pas sur des grosses UT, on n'a pas l'impression que c'est le cas. Peut-être qu'il va falloir se balader en crabe encore un petit moment pour pouvoir bien charger la box au-dessus. C'est pas des choses qu'on a eu forcément besoin de faire par le passé, en tout cas. C'est pas des impressions que ça donne, mais pourquoi pas. Ici sur le plus long terme, si un petit peu là peut-être, voilà, où on avait temporisé, je dirais un petit peu là en dessous, créer la box et ensuite on passe assez facilement au travers. Pourquoi pas. En tout cas, c'est pas mal. Et puis du côté de Ethereum, la liquidité weekly, pour le coup on commence à charger bien entre 2002 et 2004. Et puis si ça doit squeezer, ça irait plutôt à 2006-2007. Encore une fois, nous on vise plus loin. Parce que là, pour le coup, sur Ethereum, il est, contrairement à Bitcoin, qui est quand même pas loin de son ATH, sur Ethereum, il n'y a pas trop besoin d'augmenter la liquidité au-dessus pour se dire que ça sera vendeur, mais que du coup, c'est peut-être un endroit où on a besoin d'aller pousser hein, pour pouvoir vendre justement sur la zone des à peu près 3000 $, ok ? Donc on revient au scénario que je vous ai donné à peu près en début de vidéo. Si je devais en faire un nouveau, en général en conclusion de vidéo, je vous donne les scénarios privilégiés et je vais coller un petit peu à ce que j'ai dit en début de vidéo parce que il n'y a pas de nouveauté sur la liquidité ni sur le fondamental qui permet de dire que ça serait éventuellement pas le cas. En tout cas, ce qu'on a aujourd'hui, c'est cette bonne nouvelle autour du CPI et je pense que cette nouvelle est très bonne.
pour s'inscrire plutôt sur du moyen terme. Il y aura des mouvements dans la journée qui peuvent éventuellement, et vous comprenez ici que en gros, si je devais vous dessiner plus ou moins les deux box de liquidité du moment, vous en avez une à peu près par ici, et vous en avez une à peu près par là, donc c'est globalement entre le haut et le bas, hein, d'accord, à peu près par ici, légèrement, voilà, comme ça. Est-ce que finalement on aurait... Alors ça c'est vraiment c'est assez personnel, hein, mais est-ce qu'on n'aurait pas un range ici qui charge un petit peu la liquidité des deux côtés? Bon là on est un petit peu poussé en dessous, pas mal, mais en gros vous voyez ici les deux niveaux daily qui sont en train ici j'ai un support, et là j'ai une résistance en daily. Est-ce qu'on rangerait pas pendant un petit moment, histoire de charger une boîte au-dessus, une boîte au-dessous, aller faire un tour d'abord en dessous, et ensuite venir casser au-dessus? C'est peut-être la question aussi qu'il faut se poser. Personnellement, encore une fois, vous l'aurez compris, hein, mon scénario privilégié, moi c'est plutôt de casser au-dessus, pour ensuite revenir en dessous. Mais en range, tout est possible. Donc trader range est également peut-être pas une mauvaise idée. Pour ceux qui aiment faire de l'intraday et qui aiment faire des positions, on va dire, qui font la journée, et puis basta. En tout cas, il y a certainement ici deux niveaux clés, un qui se trouve au-dessus de 105 et un qui se trouve en dessous de 100 000. Ça paraît vraiment très comment dire, très judicieux de le noter. Personnellement, je reste dans ce scénario-là, c'est-à-dire qu'on sera, d'ici 3 jours, on sera d'ici demain, mercredi 14, voilà, dans ces eaux-là, qu'on pourrait vraiment avoir un push supplémentaire de, là en l'occurrence, 6 000 $, 6 000 $ en plus, et faire un petit tour sur ce qu'on recherche, c'est-à-dire les 110 000 $. Néanmoins, je dirais que reprendre quelque chose autour des 90 pour essayer de choper ce dernier mouvement plus tard, pourquoi pas. C'est pas quelque chose d'insultant, en tout cas. Donc je reste quand même dans cette idée qu'on va prendre la liquidité d'abord en haut et qu'ensuite on viendra chercher quelque chose, je pense, sur ces zones-là. Ça reste, voilà, mon scénario, encore une fois, privilégié. Ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une prévision, mais c'est ce que j'aurais tendance à jouer sur mon trading pour cette semaine. C'est un petit peu ma thèse d'investissement de la fin de semaine. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, aujourd'hui, on va parler musique. Quel est pour vous le meilleur riff de guitare de tous les temps? Ça sera la question. Donc mettez un morceau avec un riff de guitare dedans, ça aurait quand même peut-être plus de sens. Et puis, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas que les vidéos, c'est tous les jours, donc on s'abonne, éventuellement, on active la cloche de notification. Et puis surtout, bien évidemment, tous les liens que vous avez en description de la vidéo, Amazon, Bluffin, Qcoin, BitGet et compagnie, je pense que c'est que du bon. Donc n'hésitez pas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.